Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et ce deuxième épisode de la saison sera consacré au premier monument, le fameux Milan-San Remo, donc ce monument qui lance vraiment la saison des classiques, donc monument qui se déroule en Italie, vous le savez bien, sur la côte, avec des images magnifiques, et qui est souvent signe d'un suspense assez intense. C'est vrai que c'est une chose dont on n'a pas forcément l'habitude dans le cyclisme en 2024 ou en 2025, mais c'est une course avec beaucoup de suspense, et pour vous dire, on ne sait vraiment pas qui va gagner ce jour-là, donc ça c'est vraiment un élément qui fait plaisir. Donc, pour parler rapidement de Milan-San Remo, on va parler du parcours, de la météo, de ce qui s'est passé sur les dernières années. Et puis ensuite, on balayera petit à petit les différents favoris de cette édition en se penchant sur leurs équipes pour voir quelles pourraient être les stratégies qui pourraient être mises en place. Donc, voilà pour le programme. Donc, Milan-San Remo, le parcours ne change jamais. Vous connaissez forcément. C'est quasiment 300 kilomètres en Italie, un samedi évidemment. Évidemment, faites attention, la course se déroule le samedi, donc n'allumez pas votre télé le dimanche. Et donc avec un parcours qui est très facile, hein, relativement plat, quelques ascensions, et on arrive ensuite dans la fameuse partie d'enchaînement des capis. Donc les capis, vous savez, c'est ces petites montées qu'il y a en Italie, sur le bord de la côte, qui finit donc par la Cipressa et puis le Poggio, qui sont les deux côtes les plus importantes du parcours, qui sont évidemment proches de l'arrivée. Donc concrètement, la Cipressa, qu'est-ce que c'est? La Cipressa, c'est une montée de 5 kilomètres à 4% de moyenne, donc c'est vraiment pas beaucoup. On a un maximum à 9% à peu près au milieu de la côte, mais bon, c'est pas très dur. Après bon, ça intervient quand même après 260 bornes, donc on commence à avoir un petit peu mal aux jambes. Mais le problème de la Cipressa, c'est qu'au sommet, il reste encore 21 kilomètres à parcourir pour rejoindre l'arrivée. Une petite descente de 3 kilomètres. On sait que c'est assez technique, les descentes de la Cipressa et du Poggio, donc à faire attention. Donc une descente de 3 kilomètres et puis ensuite il y a encore 9 kilomètres de plat pour aller jusqu'au pied du Poggio. Donc ça c'est vraiment la partie cruciale qui fait que la Cipressa est un peu située trop loin de l'arrivée pour qu'on puisse y attaquer pour de vrai, en tout cas en solitaire. Et ensuite on arrive dans le fameux Poggio, 3,7 kilomètres à 3,7% de moyenne, donc c'est vraiment pas beaucoup. On a un endroit où on a souvent les attaques des plus forts, qui est pas très loin du sommet, avec une pente qui est quasiment à 8%. C'est là qu'on a vu Pogacar attaquer, qu'on a vu Alaphilippe attaquer. Et ensuite, descente très technique, donc de 3 kilomètres. Et ensuite, je crois qu'il y a 2 kilomètres jusqu'à l'arrivée. Donc en bas de la descente, c'est quasiment déjà le sprint final. Et c'est ce qui fait vraiment la saveur, le sel de Milan-San Remo. C'est que beaucoup de profils peuvent se plaire sur ce parcours-là. Et donc on voit des gens qui brillent, qui n'ont pas forcément toujours le même profil type. On sait que ça a été pendant longtemps la classique plutôt des sprinters. Ensuite, il y a eu la petite épopée avec des Vincenzo Nibali notamment qui ont gagné, Julien Alaphilippe. Et depuis désormais, c'est plutôt des punchers qui gagnent sur Milan-San Remo, des punchers ou des sprinters, puisque l'an dernier, c'était Jasper Philipsen qui a fait gagner. On va d'abord parler aussi rapidement de la météo, parce que ça, c'est un élément qui va être très très important pour cette édition de Milan-San Remo. Alors, vous le voyez, c'est le début du printemps. En revanche, à San Remo, il devrait pleuvoir ce samedi. Alors, on ne parle pas de grosses averses, hein, mais suffisamment pour que la route soit un peu mouillée. Et je vous ai parlé précédemment de ces descentes qui sont assez techniques. Donc la météo va jouer un rôle assez prédominant, je pense, dans cette édition de Milan-San Remo, parce qu'elle va permettre de faire des différences dans les descentes. Et donc là, ça pourrait sourire à certains coureurs. On sait qu'il y a des coureurs très habiles en descente. Évidemment, Matej Moric, on se souvient, qui en 2022, si je dis pas de bêtises, avait forgé sa victoire dans la descente. C'est vraiment aussi important les descentes dans Milan-San Remo que les montées. Donc ça sera un élément, je pense, déterminant pour le scénario de cette édition de Milan-San Remo. Donc à surveiller la météo. Là, j'enregistre le mardi soir. Donc la météo pour le samedi, c'est pas encore quelque chose de très certain. Donc c'est quelque chose que je vous invite à surveiller les jours qui précèdent l'édition et puis même le jour même. Et on verra si ça peut jouer un rôle sur la course. Milan-San Remo donc. On va parler très rapidement quand même des dernières éditions. En 2024, vous vous souvenez de la victoire de Jasper Philipsen. Victoire qui était grandement orchestrée quand même, on va pas se mentir, par Mathieu Van Der Poel. Donc Philipsen qui avait réglé un groupe de 12 coureurs qui s'étaient joué la gagne au sprint, donc dans les rues de San Remo. On se souvient donc des attaques à répétition de Pogacar, avec à chaque fois Van Der Poel qui est allé le chercher et qui l'avait fait temporiser le temps que Jasper Philipsen rentre. On se souvient aussi que Michael Matthews avait failli gagner
et qu'il avait été trop gentil, qu'il avait ouvert la porte à Philipsen sur son sprint. Quand on sprint pour un monument, c'est pas rien. Donc Matthews avait fait 2, Pogacar avait fait troisième quand même au sprint. Une belle performance devant Pedersen et puis Bettiol. Côté français, on avait eu Julien Alaphilippe qui avait fait neuvième, qui était dans le bon groupe, mais c'était bien le seul. Donc ça, c'était l'édition dernière. Il y a 2 ans, en 2023, c'était Van Der Poel qui s'était imposé en solo. On se souvient cette image très fameuse avec, on se souvient l'attaque de Pogacar et puis il y avait Ghana, Van Aert et puis Van Der Poel qui était dans sa roue. Ça envoyait des watts. Et finalement, Van Der Poel avait contré et avait gagné. Donc il avait gagné en solitaire devant un groupe de 3. Et donc c'est peut-être le moment de se poser la question de qu'est-ce que sera la stratégie qui sera mise en place, notamment par Tadej Pogacar cette année. Donc, comme d'habitude, vous en avez l'habitude, je me répète, on va sur Winamax, on regarde les cotes des différents favoris pour cette épreuve. Je vous incite pas à parier, mais je pense que c'est un bon moyen de voir quels sont les favoris de manière assez objective. Et ensuite, on va se pencher sur leurs équipes respectives, évidemment. Le premier favori, il est coté à 3,50, c'est Tadej Pogacar, et c'est déjà un petit événement, parce qu'il est coté à 3,50. Ce qui veut dire que Tadej Pogacar n'a pas de grande chance de gagner. Il peut gagner, c'est le coureur dont la victoire est la plus probable, mais c'est pas pour autant probable que lui va gagner, qu'il est coté à seulement 3,50. Pour rappel, sur les Strade Bianche, il était coté à 1,25. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc, Pogacar qui est le favori à 3,50, ça veut dire que ça va être dur quand même de gagner pour lui. Comment est-ce qu'il va faire? Ça, c'est vraiment la question que tout le monde se pose parce que c'est la UAE évidemment qui va dicter un peu la physionomie de cette édition de Milan-San Remo. On va d'abord regarder l'équipe de Pogacar avant de se poser sur Pogacar lui-même. Très clairement, équipe qui sera tournée autour de lui. Vegard Stekelingen pour rouler dans la vallée avec Nils Politt. Domen Novak pour monter et visser. Narvaez, McNulty, Wellens. Bon bref, tout ça, ça va faire un petit train qui va rouler très très fort pour permettre à Pogacar d'attaquer. Mais d'attaquer où? C'est une grande question. Donc on rappelle que Pogacar, il a déjà participé pardon, à plusieurs reprises à Milan-San Remo. C'est pas son coup d'essai, puisqu'il avait fait troisième en 2024. Il avait fait quatrième en 2023. Cinquième en 2022, donc d'après la série, il devrait finir deuxième en 2025, ce qui est vraiment quelque chose de très possible. On verra en fonction des différents scénarios de course. Sur la forme de Tadej Pogacar, il y a eu l'UAE Tour, qui était une formalité qu'il a écrasé évidemment, et puis il y a eu les Strade Bianche, ces fameux Strade Bianche qui ont un impact assez important, je pense, sur la course que sera Milan-San Remo, notamment en raison de la chute de Tadej Pogacar dans la descente. Et oui, Tadej Pogacar avait chuté dans un virage en descente, et il a pas recouru depuis. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il va faire de la descente en course, ça sera sur Milan-San Remo. Et évidemment, son capital de confiance va être un peu entaché. Alors, on sait que son capital forme, là, il n'y a pas de problème. Euh, comment dire? Il a écrasé pardon, les Strade Bianche devant un mec comme Tom Pitcock, par exemple, qui n'est pas n'importe qui. En ayant chuté, le gars était couvert de sang et a mis 1 minute 24 à Tom Pitcock sur les Strade Bianche. Quand même, c'est pour dire la force du gaillard. On sait que cette année, il va vraiment axer sa préparation sur les classiques. Donc, Milan-San Remo, c'est un objectif qu'il court, après lequel il court depuis beaucoup de saisons. Euh, Comment il va faire? Vraiment, comment il va faire? Je pense que une attaque dans la Cipressa, même si c'est un petit fantasme, c'est un peu présomptueux. Je me souviens que l'an dernier, UAE avait roulé très très fort dans la Cipressa et pourtant il y avait encore, je sais pas, 50 coureurs dans le peloton en haut de la Cipressa, donc ça veut dire qu'il y a forcément des équipiers pour lui rouler derrière. Donc je pense pas que Pogacar va sortir seul dans la Cipressa, je pense pas qu'il va sortir à plusieurs, même si on pourrait voir par exemple un Narvaez ou un Wellens l'accompagner. Mais si jamais il sort avec ces deux gars-là, il y aura forcément d'autres personnes qui vont réussir à suivre. Parce que si Narvaez et si Wellens suivent, évidemment, je pense qu'un Van Der Poel va suivre, qu'un Ghana sera capable de suivre. Donc c'est pas non plus la meilleure stratégie parce que il sera forcément accompagné. Donc je pense que ça va rouler très très fort dans la Cipressa. Pour lâcher le plus de monde possible, ça va rouler très très fort dans le Poggio et puis il va attaquer dans le Poggio. Franchement, je manque peut-être d'inventivité, mais je vois pas comment Pogacar peut rouler autrement que de cette manière-là. Et en fait, là, il faut qu'il croise les doigts et que personne ne le suive dans son attaque dans le Poggio. D'autant plus que on verra s'il pleut.
On verra si son capital confiance n'est pas trop entaché depuis sa chute sur l'Estrade Bianche. Mais on sait que Pogacar est un bon technicien. Là, a priori, il pourra pas être aussi rapide qu'il en a l'habitude dans les descentes, que ce soit par la pluie, je le disais, ou par sa chute récente sur l'Estrade Bianche. Donc, il faudra vraiment faire la différence, je pense, dans le Poggio. Euh, il est plus fort que jamais. Ceci dit, est-ce que c'est suffisant pour lâcher, par exemple, un Mathieu Van Der Poel? Rien n'est sûr. Donc, c'est ça qui fait vraiment tout le sel de ce Milan-San Remo, c'est que c'est pas très dur. Et donc, ça laisse des possibilités assez infinies. Donc, Pogacar, qui est, je le disais, le favori numéro un, coté à 3,50, et le deuxième, évidemment, c'est Mathieu Van Der Poel, qui est coté à 4,50. Donc c'est quand même une cote légèrement plus élevée, mais assez proche. Et je pense que si Mathieu Van Der Poel n'a pas la même cote que Tadej Pogacar, c'est parce qu'il a Jasper Philipsen dans son équipe qui est coté à 6. Et donc en fait, finalement, on se partage un petit peu la cote entre Van Der Poel et Philipsen. C'est pour ça que Van Der Poel n'est pas la même hauteur que Pogacar. Donc on va s'attacher tout de suite On va se mettre tout de suite, pardon, sur l'équipe Alpecin. Équipe Alpecin, bon, il n'y a pas besoin de tant d'équipiers que ça, hein. De toute façon, c'est pas eux qui vont devoir prendre la course en main. Évidemment, il y a Philipsen et évidemment, il y a Mathieu Van Der Poel. Euh, donc les deux sont les deux vainqueurs sortants, tout simplement. Philipsen au sprint, Van Der Poel en solitaire. Si on regarde leur début de saison, tout d'abord Philipsen, il a gagné sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Sur l'Omloop, il n'arrive pas à gagner. Il n'arrive pas à gagner sur l'UAE. Mais bon, encore une fois, cette saison, Philipsen va plutôt s'orienter sur les classiques. Ça sera intéressant de voir ce qu'il va faire demain, le 19, le mercredi. En fait, je pense que c'est le jour où l'épisode va sortir. Le 19, ce qu'il aura fait à la Danilit Nokere Corse, donc cette classique belge, pour voir son état de forme. Je pense qu'il va faire des efforts, il va se montrer. Et ensuite, donc, il y aura Milan-San Remo 3 jours après. Plutôt bonne forme a priori pour Jasper Philipsen. Bon, il a gagné qu'une seule fois, mais si on se réfère, pardon, à ce qu'il avait fait l'an dernier, il avait juste gagné une fois sur Tirreno, troisième de la Danielid Course, il n'avait pas gagné Kuurne-Bruxelles-Kuurne, il n'avait pas gagné le Het Nieuwsblad. Pourtant, ça l'a pas empêché de gagner sur Milan-San Remo. Donc moi, je suis assez confiant sur l'état de forme de Jasper Philipsen. Je pense qu'il sera au rendez-vous et il sera très difficile à lâcher dans la côte, dans le Poggio. En termes de résultats sur Milan-San Remo, bah, premier l'an dernier, et les années d'avant, il faisait 15e, 66e, 149e, mais bon, c'était pas exactement le même profil de coureur, donc je pense qu'il faut surtout se référer à ce qu'il a fait l'an dernier. Mathieu Van Der Poel, il a gagné le Samin. Ensuite, sur Tirreno Adriatico, il avait la pancarte, c'était un peu plus compliqué. Il n'était pas encore impérial, Mathieu Van Der Poel, hein, sur Tirreno Adriatico. Donc on verra quel sera son état de forme sur ces Strade Bianche, pardon, sur Milan-San Remo. On l'a vu absolument étincelant en cyclocross, donc on doute pas qu'il a un niveau très élevé. Après, est-ce que la forme tarde un peu ou on verra. Donc l'état de forme de Mathieu Van Der Poel, ça sera quand même un élément très crucial pour la course. Pour sa victoire à lui comme pour celle de Philipsen, parce qu'évidemment, Philipsen ne pourra pas suivre Pogacar tout du long, je pense, c'est certain. Il y a que quelques coureurs qui peuvent le faire, dont on va rediscuter juste après, dont Mathieu Van Der Poel. Donc Mathieu Van Der Poel, bah, franchement, je vais pas être très inventif, mais le même rôle que l'an passé, hein. C'est-à-dire d'abord chien de garde pour Philipsen, et puis ensuite on verra si, en fonction de comment est placé Philipsen après l'attaque de Van Der Poel, en fonction de comment Van Der Poel se sent lui-même, voir s'il attaque Pogacar. S'il l'attaque, est-ce que ça sera dans la montée? Est-ce que ça peut être dans la descente? Parce que on disait que Pogacar est un bon technicien, mais Mathieu Van Der Poel encore plus. Surtout que Mathieu Van Der Poel, il n'est pas tombé récemment, donc lui, il a la confiance au top. Donc elle va être encore très difficile à manœuvrer, hein, cette équipe Alpecin. Pour moi, c'est les favoris. Je mettrai pas Van Der Poel ou Philipsen, mais Alpecin vraiment favori parce qu'ils ont un coureur très rapide et puis un coureur qui est très fort en explosion, en punch. Donc franchement, ça va être difficile d'aller les déloger. Mais j'espère que ça sera le cas parce que j'aime bien qu'il y ait de la nouveauté, donc j'aimerais bien que quelqu'un arrive à déloger les Alpecin de ce Milan-San Remo. Ce quelqu'un, ça peut peut-être être Mats Pedersen qui est coté à 6. Mats Pedersen coté à 6, donc autant que Jasper Philipsen, sur un profil assez similaire. On sait, Mats Pedersen, c'est un sprinter qui passe bien les bosses. On va parler très rapidement de son équipe avant de parler de Mats Pedersen en lui-même. En équipier, il aura Ciccone. Bon, Ciccone, il sera équipier, pas grand-chose de plus à faire. Alex Kirch, Mosca, Quinn Simmons. Et puis, il y a un ancien vainqueur, Jasper Stuyven, qui est présent dans cette équipe-là.
Il y a un rookie qui te frappe très fort pardon, à la porte, c'est Jonathan Milan, et puis il y a Mats Pedersen. Et donc, là, on va se poser la question de quelle sera la stratégie de la Lidl Trek avec ces trois têtes fortes, ces trois favoris. Donc, c'est un hydre à trois têtes. Milan est coté à 15, pour Pedersen coté à 6, et Stuyven est coté à 75. Donc, on va commencer par Stuyven parce que c'est pas le favori. Stuyven, on le rappelle, il a gagné Milan-San Remo en 2021. Euh, En facteur, on va pas se mentir, hein, il avait attaqué quand tout le monde se regardait un peu, mais c'est un homme qui a l'habitude de briller sur Milan-San Remo, qui fait pas un début de saison de folie, on va pas se mentir. 32 ans, c'est un peu de temps à se mettre en route, mais il fait 10e en 2018, il gagne en 2021, 10e en 2023, 8e en 2024. Bref, Jesper Stuyven, c'est un homme sur lequel il faut compter. Ceci dit, j'ai un peu de mal à le voir gagner. Je pense que ce sera forcément Milan ou Pedersen. Pourquoi? Parce que Milan montre qu'il est encore plus fort que les saisons d'avant. Tirreno, il gagne 2 étapes. Sur l'UAE, il gagne 2 étapes. Sur le Tour de Valence, il gagne 2 étapes. Donc déjà 6 victoires cette année pour Jonathan Milan. À chaque fois dans les sprints, il était franchement assez injouable. Euh, et puis en plus, il a quand même montré des belles capacités de résistance sur les montées. Ce qui pêche un peu pour lui, Jonathan Milan, c'est son passif sur la course. Puisque l'an dernier, il fait 69e, donc il a pété vraiment très tôt. Est-ce que cette année, il sera capable de tenir un peu plus la distance? Il est relativement jeune, Jonathan Milan, de 24 ans. Peut-être que l'an dernier, il était encore un peu trop tendre pour tenir les 300 bandes de Milan-San Remo et le rythme effréné. On verra ce qu'il en est cette année. En revanche, c'est à peu près certain que s'il y a plusieurs Lidl Trek qui arrivent pour la victoire, ce sera lui le leader. Donc on verra combien de temps il est capable de s'accrocher. Et puis il y a Mats Pedersen qui est quand même le favori des bookmakers pour la Lidl Trek. Alors Mats Pedersen, on a vu dans ce début de saison qu'en termes de sprint, c'était un peu poussif. Il a plus la pointe de vitesse qu'il a eu l'habitude d'avoir, peut-être en 2023, en 2022. Par contre, vous avez forcément vu Paris-Nice. Quand c'est en montagne, ça marche très bien, Mats Pedersen. Il a gagné l'étape des bordures à Berlétan, là, dans des conditions abominables, qui a montré qu'il était vraiment très très costaud. Ceci dit, il gagne au sprint sur cette étape-là devant Joshua Tarling, devant Sam Watson, devant Axel Zinglet. Et il a un peu galéré à battre Joshua Tarling. Bon, après, c'était une étape quand même de 210 km dans des conditions dantesques, donc c'est pas un pur sprint, mais il a quand même semblé manquer un peu de points de vitesse, Mats Pedersen. En revanche, sur les 2 étapes niçoises, il a montré qu'il était très très fort en montagne. Euh, Ça sera vraiment difficile cette année d'aller lâcher Mats Pedersen. Ceci dit, je pense quand même qu'il y a au moins 3 coureurs qui vont être plus forts que lui dans la montée, voire 4. Pogačar va le déposer quand même, je pense. Van der Poel va le déposer. Il devrait faire jeu égal, je pense, avec Filippo Ganna, même qu'un Thomas Pidcock, à mon avis, sera peut-être devant lui dans la montée. Après, Mats Pedersen, c'est un dur au mal. Les conditions difficiles, ça le gêne pas trop. Donc, s'il y a un moindre moment de temporisation, je ne doute pas qu'il sera là pour reprendre les hommes de tête. Après, il reste à voir s'il est capable de les battre au sprint. Ça, c'est une autre question. Il y a 2 ans, j'aurais dit oui. Là, cette année, je sais pas s'il bat un Van Der Poel, un Pogačar, un Ganna au sprint après 300 bornes. Il est quand même plutôt favori, mais c'est pas certain à 100% qu'il les bat. Et si jamais il s'encombre, par exemple, d'un Philipsen, pourquoi pas d'un Matthews, tout ça, c'est des gars qui l'ont battu l'an dernier. On rappelle, l'an dernier, il fait quatrième derrière Pogačar, Philipsen, puis Matthews. Ça sera compliqué. Donc, vraiment une petite énigme, Mats Pedersen. Je pense que il a changé un peu de profil pour mieux tenir sur les classiques. Peut-être que ça paiera plus sur les classiques flandriennes. Là, sur Milan-San Remo, en fait, il est devenu plus complet, on va dire, mais j'ai peur qu'il ait pas le punch suffisant pour suivre les meilleurs si ça se joue qu'entre punchers, et que si jamais il y a un mec un peu rapide, il se fasse déposer. Par exemple, contre Philipsen, je lui donne vraiment de très maigres chances de s'imposer, donc c'est un coureur que j'aime beaucoup, Mats Pedersen. Je suis un peu dubitatif. J'aimerais vraiment beaucoup qu'il gagne, ça serait très mérité pour lui. En revanche, en termes de scénario, déjà, il faut pas qu'il y ait Milan, qu'il y ait Jonathan Milan, ce qui est pas forcément gagné, hein. Si jamais il y a Philipsen, je pense qu'il peut y avoir Milan dans le sprint.
même si je mets Philipsen quand même un peu meilleur, je veux dire sur la montée du Poggio. Donc faut pas qu'il y ait Milan. Et ensuite, faut qu'il arrive à battre, parce qu'il finira jamais tout seul, Mats Pedersen, il faut qu'il réussisse à battre Pogacar, Van Der Poel et puis Ganna au sprint, par exemple. C'est quand même possible, mais c'est pas gagné. Donc c'est pour ça, je pense que il est coté seulement à 6, Mats Pedersen. Côté à 8, on a Filippo Ganna. Donc Filippo Ganna qui devrait être le leader de la formation Ineos sur ce Milan-San Remo. On sait que Ganna, c'est un parcours qui lui convient bien, Milan-San Remo. C'est en Italie, c'est chez lui. Il a toujours le cœur à faire des beaux résultats. Dans son équipe, ce sera absolument le leader, hein, il y a rien à dire là-dessus. Il aura des beaux équipiers, Tobias Foss, Kwiatkowski, Axel Laurens, Ben Swift. Donc Kwiatkowski, on le rappelle quand même, c'est un ancien vainqueur de Milan-San Remo. Il avait fait premier en mai 2017, troisième en 2019, donc c'est un gros concurrent. Mais évidemment, il sera équipier. Axel Laurens, pareil, hein, on va pas se mentir. Il sera aussi équipier. Je pense qu'il sera très loin en haut du Poggio. Donc ça sera tout pour Filippo Ganna. Filippo Ganna, qui, un peu à l'instar de Mats Pedersen, a été très impressionnant quand ça montait cette année sur Tirreno Adriatico, qu'il a fini à la deuxième place du classement général, quand même. On a vu qu'il était puissant sur les sprints aussi. Donc franchement, très belle carte, Filippo Ganna. Sur Milan-San Remo, en plus, il a déjà performé. Donc il a 28 ans, il a maturité. Donc, on se rappelle, deuxième en 2023. L'an dernier, il se trouve un peu. 2024, il fait 40e. Je pense que cette année, quand même, il a la forme pour aller chercher un podium, très clairement. Donc, grosse carte, Filippo Ganna pour être sur le podium. Faut juste pas qu'il ait une coulante, parce qu'on parfois, Filippo Ganna, comme ça, il est annoncé très fort sur une course, et puis il est totalement fantomatique. Je pense quand même que la cote à 8 est vraiment très justifiée, voire même, je le mettrais peut-être même à 6, avec une même cote que Mats Pedersen, parce que je pense que les deux ont à peu près les mêmes chances de gagner. Côté à 15, Jonathan Milan, on en parlait. Et là, on arrive vraiment sur les gros outsiders. Côté à 20, Tom Pitcock. Tom Pitcock, c'est un gros début de saison. Tom Pitcock, quand même. Je vous avais dit en preview d'Estrade Bianchi que j'attendais de voir ce qu'il allait donner face à une vraie course avec de l'adversité. Parce que c'est vrai qu'il avait gagné le Tour de la Lula, mais il n'y avait pas beaucoup de gros coureurs. Là, cette fois-ci, sur l'Estrade Bianchi, il a montré qu'il était chaud. Deuxième, c'était le seul capable de résister à Pogacar, même s'il n'a pas résisté toute la course. Il fait un Tirreno passable, sixième au classement général. Donc on verra ce qu'il va faire Tom Pidcock, l'ami Tom Pidcock sur Milan-San Remo. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il a jamais fait de super perf. Son meilleur résultat, c'est 11e en 2024. Il était dans le bon groupe pour jouer la gagne. Peut-être que lui doit jouer aussi dans la descente, plutôt. Je pense qu'il est peut-être dans les 5 plus forts dans la montée, mais il sera pas tout seul en haut. Au sprint, il se fait battre par Pogacar, il se fait battre par Van Der Poel, il se fait battre par Pedersen, par Ganna, par Matthews, par Philipsen évidemment, par Milan, bref. Donc il faut qu'il finisse en solitaire, Tom Pidcock, même si c'est pas non plus un manche en sprint, mais les autres sont plus forts. Donc peut-être que lui, son salut viendrait de la descente, où il pourrait lâcher les autres. On sait que c'est un très bon descendeur, Tom Pidcock, donc pourquoi pas. Dans son équipe, la Q36.5, bon, je suis pas sûr que ça soit très pertinent de l'évoquer. Ça sera que des coureurs à son service. Et c'est un peu le même profil que Mohoric, parce que Mohoric, ça sera un peu le même combat, lui, ça sera dans la descente ou rien. Mohoric qui sera évidemment le leader de son équipe. J'en parle parce qu'il est coté à 25, donc c'est très proche de Tom Pidcock qui est coté à 20. Mohoric, on se souvient qu'il avait gagné dans la descente en 2022, pardon. Mohoric qui fait un début de saison dégueulasse. C'est bien le problème. Donc moi j'ai peur que Mohoric ne soit pas au rendez-vous cette année sur Milan-San Remo. Pourtant c'est une course sur laquelle il est archi régulier. Depuis 2019, il a jamais été en dehors du top 10. Enfin s'il a fait 11e en 2021. Et un. Et sinon 10e en 2020. Il gagne en 2022, 8e dans le 2023, 6e en 2024. Donc c'est toujours un coureur qui est là pour la gagne. Là, il fait quand même un début de saison bien dégueulasse, Matej Mohoric, ce qui me fait un peu peur pour lui. Tour de la Provence, il fait deuxième au classement général, mais bon, Tour de la Provence, c'est pas non plus la panacée. Deuxième derrière Pedersen, mais devant Marijn Vandenberg, Fred Wright, c'est pas non plus de la très grosse concurrence. Il abandonne sur Bruxelles-Kurn, non partant sur l'Estrade Bianchi. Je vous avoue que je connais pas la raison de du fait qu'il soit pas partant, donc on verra Mohoric, hein, vraiment.
Faudra qu'il tienne le coup dans la montée. Dans la descente, évidemment, il sera là pour reprendre du temps aux autres, voire même s'échapper si jamais il arrive à être au sommet avec les autres, ce qui m'étonnerait quand même. Si ça pleut, ça peut aussi être une occasion pour lui d'être encore plus fort dans la descente. On verra. Cependant, j'ai un peu quand même du mal à le voir présent avec les meilleurs en haut du Poggio cette année, Matej Moric. Donc on verra bien ce qu'il en sera. Et ensuite, on va parler aussi de Michael Matthews. Michael Matthews, il est coté à 25. Évidemment, il fait deuxième l'an dernier. Donc c'est un gros client, Michael Matthews. Qui sera évidemment, bien sûr, le leader de la team Jayco. Bon, il n'y aura pas grand monde pour l'aider. Filippo Zana, qui sera peut-être le meilleur équipier. Mais bon, Matthews, très solide, 34 ans, quand même. Début de saison où il fait pas grand-chose, malheureusement. Bon, après, sur Paris-Nice, il n'a pas vraiment eu beaucoup d'occasions de s'exprimer. C'est pas un pur sprinter non plus. Sur Milan-San Remo, c'est aussi un monstre de régularité, hein. On parlait avant de Matej Mohoric. Euh, Matthews, c'est aussi un bel exemple du genre. Pareil, sa pire position depuis 2017, c'est 12e. Et puis top 10 en 2018, 2020, 3e, 2021, 6e, 2022, 4e, 2024, 2e. Il tourne toujours autour. J'ai quand même le sentiment qu'il a laissé passer sa chance l'an dernier, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit dans les 10 premiers à basculer à la cabine téléphonique sur le Poggio. Donc si jamais ça se regroupe comme l'an dernier, c'est vraiment une carte à surveiller, Matthews. Ça dépendra donc, on va dire, de la stratégie de Mathieu Van Der Poel, on va pas se mentir. Ça dépendra de si Philipsen est là. Après, je pense que Matthews, au sprint, il tape, bah, on l'a vu l'an dernier, hein, mais il tape un Van Der Poel, je pense, il tape un Pogacar, il tape un Ghana, je pense qu'il tape un Pedersen. Donc ça dépendra aussi de la présence de Philipsen, évidemment. S'il y a un Milan, ça sera compliqué d'aller le battre, mais bon. Matthews, grosse carte pour un top 10, évidemment. La suite des favoris, ils sont cotés à 40. Donc je vais pas m'appesantir dessus. Il y a Binyam Girmay, Olaf Koy. Ce que je vous propose plutôt, c'est qu'on passe en revue les équipes dont on n'a pas parlé et qu'on discute rapidement de leurs chances. On n'a pas parlé de la Arkea pour Kevin Vauquelin, qui sera le leader. Je vous ai déjà évoqué mon avis sur Kevin Vauquelin pour l'Estrade Bianche. Encore un peu trop tendre sur les distances trop longues, ça performe malheureusement pas pour l'instant, donc j'y crois pas trop. Cofidis sera là avec Alexa Rambo. Alexa Rambo, c'est deux top 10 sur Milan-San Remo, 2021 et 2021. 2021 et 2020, pardon, j'ai dit deux fois 2021. Il fait un début de saison assez discret, donc je pense que ce ne sera pas pour cette année le top 10 pour la Cofidis. Arrive l'équipe AG2R La Mondiale avec Sam Bennett qui sera notamment là. Donc Sam Bennett, bah, il a gagné cette année. Il a gagné deux fois sur le Tour de la Provence. Il a fait deuxième de la dernière étape de Tirreno, donc il est pas trop mal. Bon après ça grimpe trop fort, hein, pour Sam Bennett sur le Milan-San Remo, donc ça sera pas pour lui. On verra si on la joue plutôt pour Victor Lafay. Peut-être. Victor Lafay, c'est peut-être le seul capable d'être avec les meilleurs en haut. Après, au sprint, il est mort, donc faudrait que ça soit le remake du Tour de France en Espagne où il fait sur la deuxième étape un coup en facteur, mais bon, j'y crois pas trop. Oliver Nassen, d'un autre temps, j'aurais dit pourquoi pas, mais là c'est trop difficile. Et puis Aurélien Paré-Peintre, c'est pareil, donc j'ai un peu du mal à voir l'équipe Décathlon AG2R, la mondiale, briller sur ce Milan-San Remo. Néanmoins, je vais surveiller évidemment le parcours de Victor Lafay, qui reprend le vélo depuis sa grosse blessure de l'an dernier. Donc on verra où va se positionner pardon, notre Français. L'AIF, pour l'instant, ils sont annoncés sans Banili. On verra ce qu'il va faire. Il y aura Nelson Poles, Casper Asgreen. J'ai un peu du mal à les voir briller, pour être honnête. La groupe AMFDJ, on va en parler parce qu'il y a peut-être la meilleure carte française dedans, qui est Romain Grégoire. Stéphane Kung, ça sera trop dur pour lui, hein, malheureusement. Même si c'est un classic man, donc évidemment, c'est une épreuve sur laquelle il aura envie de briller, mais ça sera, je pense, trop dur. Et puis Romain Grégoire, il m'a pas totalement convaincu sur l'Estrade Bianche. Bon, il a eu des problèmes mécaniques, c'est pas trop de sa faute, mais sur Tirreno, il m'a pas trop convaincu, Romain Grégoire. J'ai peur qu'il soit lâché quand même dans le Poggio. C'est son premier Milan-San Remo, donc on va être assez clément avec lui, mais on gardera un œil sur son résultat. L'Intermarché qui sera autour de Binyam Girmay. Donc Binyam Girmay, évidemment, c'est un sprinter qui passe plutôt bien les bosses, donc forcément il sera surveillé pour Milan-San Remo. Il fait un début de saison moyen, mais pas trop mauvais non plus.
Après, son meilleur résultat sur Milan-San Remo, c'était en 2022, où il fait 12e. À titre de comparaison, l'an dernier, où il était pas mal attendu sur Milan-San Remo, il a fait 27e. Donc 27e, c'était dans le deuxième groupe à 35 secondes. Donc qu'il arrive même pas à régler, hein. Je sais pas s'il a pas sprinté ou s'il était pas bien placé, mais voilà, donc un peu compliqué pour Binyam Girmay, je pense aussi cette année. Israël, on n'en parle pas non plus parce que le leader, ça devrait être Ackermann, mais ça sera trop compliqué pour lui. La Lotto, ils ont été dépouillés, donc pas grand monde non plus cette année pour briller. La Movistar autour de Ivan Garcia Cortina, a priori, il n'y aura pas grand-chose à faire non plus pour lui, je pense. Malheureusement, Ivan Garcia Cortina, euh, c'est trop dur. Peut-être plutôt sur les Flandriennes. On verra s'il est capable d'y briller. Une grosse équipe dont on n'a pas encore parlé, en revanche, c'est la Red Bull Bora. Et là, on se demande qui sera leader. Parce que il y a Maxime Van Gils qui sera aligné au départ, Roger Adria, Laurent Pitty, Matteo Sobrero. Alors, c'est quatre beaux noms quand même. Roger Adria, a priori, qui sera pas leader, mais c'est peut-être celui qui grimpe le mieux en ce moment. Après, bon, au sprint, il a aucune chance, donc ça sera probablement pas le leader. Je parle quand même de Matteo Sobrero, parce que Matteo Sobrero, l'an dernier, il était dans le bon groupe. Il a fait 12e, donc dernier du bon groupe, mais il était quand même dans le bon groupe, donc c'était assez surprenant, il faut le mentionner quand même. Il fait un début de saison pas si mauvais. Il était dans les bons coups sur Paris-Nice, sur les étapes des bordures. Donc, à noter quand même sa présence. Et puis, Maxime Van Gils, Laurens Pitty, les recrues. Le problème de Maxime Van Gils, c'est que il a abandonné sur l'étoile de Bessèges. Ensuite, il a fait le Tour d'Andalousie, euh, mais il a fait seulement quatrième au général, un peu décevant, derrière des mecs comme Clément Berthet, Pavel Sivakov. Donc l'an dernier, il était aussi dans le bon groupe. euh, pour se jouer la victoire, il faisait septième, donc mieux que, mieux que Matteo Sobrero. Ça devrait être a priori quand même le leader de la Bora Hansgrohe, mais ouais, je pense qu'il n'est pas encore assez en forme, Maxime Van Gils. Il faudra plutôt le retrouver sur les Ardennaises, mais évidemment qu'on le surveillera. Et puis Laurens Pitty. Laurens Pitty, donc gros transfert de l'hiver. Il n'a pas encore réussi à briller avec sa nouvelle formation Red Bull Bora. Il a fait un gros bloc en Océanie, tout d'abord en Australie, puis au championnat de Nouvelle-Zélande, et depuis il a coupé. Donc difficile de connaître l'état de forme de Laurens Pitty. L'an dernier, il fait 15e, donc il était dans le groupe à 35 secondes. Évidemment, sur le papier, c'est une classique qui lui convient. Je pense qu'il sera un peu trop court pour être dans le groupe qui va se jouer la gagne, mais moi, c'est un coureur sur lequel je vais évidemment garder un œil. Euh, je le passe volontairement la Soudal, on en reparlera après. Euh, Picnic Postenel, bon, De Kolb, Barguil, ça sera trop compliqué, désolé pour vous. La Visma. La Visma, toujours sans Christophe Laporte, qui au début était annoncé dans la composition, qui finalement ne sera pas là. A priori, ça sera tout pour Olaf Koy, hein, sans trop de surprises. Ben Tollett, je le vois pas capable de tenir les roues. Il y aura aussi Axel Zinglet, donc évidemment, on a envie de garder un œil sur le français. Axel Zinglet qui fait pas un mauvais début de saison chez la Visma, même s'il était plutôt pour l'instant équipier. Il a eu sa chance sur l'étape de Paris-Nice des bordures, arrivé à Berlétan. Il n'a pas réussi à faire un bon sprint. Il est derrière, donc on le disait, les deux Watson et Tarling de la Ineos. C'est trop dur pour lui, je pense, en Milan-San Remo, Axel Zinglet, donc on va pas lui demander de briller. En revanche, Olaf Koy, il aura peut-être son mot à dire. Olaf Koy, début de saison assez discret, mais il a gagné deux fois sur le Tour d'Oman, une fois sur Tirreno Adriatico. Donc déjà trois victoires en ce début de saison pour Olaf Koy. Sur Milan-San Remo, l'an dernier, il fait 14e. Donc il n'arrive pas à accrocher le bon wagon, mais je pense qu'il en était pas si loin que ça. Et puis il règle le sprint quasiment débattu, juste derrière Casper Pedersen, devant Laurens Pitty. Donc si jamais il y a un gros regroupement, ça sera une carte à surveiller. Après, je pense qu'il est quand même en dessous de mecs comme Philipsen, Pedersen, qui vont vite aussi et qui, eux, par contre, seront a priori mieux placés pour entamer la descente du Poggio. Donc ça sera tout a priori pour l'Avcoy, mais je les vois pas trop briller non plus, la Visma. Du côté de la Tudor, évidemment, il y aura Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui est notre coureur le plus régulier côté français, à l'exception peut-être d'Anthony Turgis, mais la Total Energy n'est pas invitée. Est-ce qu'il sera leader de son équipe, Julien Alaphilippe? Il y aura aussi Matteo Trentin qui sera présent. Après Trentin, ces dernières années, il avait un peu du mal à accrocher les bons groupes.
Le problème, c'est qu'Alaphilippe, il m'a pas trop rassuré sur Paris-Nice. On l'a vu mettre une attaque là sur la première étape, mais sur les étapes qui auraient pu lui convenir, je pense notamment l'étape des côtes, il n'était pas assez fort. Je pense à l'étape que Lenny Martinez gagne. Il a pété assez vite, Julien Alaphilippe, donc ça me fait un peu peur. Même si bah, il a déjà gagné Milan-San Remo, il a fait 2 podiums. L'an dernier, il fait 9e, il est dans le bon groupe alors qu'il avait une crevaison, je crois que c'était en 2023. Il est toujours dans le bon groupe, mais il a une crevaison. Malheureusement pour Julien, j'ai peur que cette année, il n'arrive pas à accrocher le groupe des meilleurs. Donc ça me fait un peu un pincement au cœur de le dire, mais je vois pas notre Julien jouer la gagne. Uno X, autour a priori de Magnus Cort Nielsen, avec Tobias Johansen aussi. Je pense que ça sera un peu trop dur pour eux. La Bardiani qui va mettre ses dégâts dans l'échappée. Je vais pas parler non plus de la Vini Fantini, mais bon, voilà. On voit qui sera déjà dans l'échappée. La Astana, il faut en parler parce qu'il y a Alberto Bettiol dedans. Et aussi, il faut en parler parce que cette saison, Astana, ça marche sur l'eau. Bon, pas Bettiol, mais les autres, ça marchait un peu sur l'eau. Un Champoussin, un Scaroni, ça marchait très fort. Ils ont besoin de points UCI et ça se voit, ils sont très forts. Euh, je ferai pas de commentaires plus loin là-dessus. Je risque de déraper. Bettiol, il fait quand même 5e l'an dernier. Et surtout, Bettiol, l'an dernier, il faisait une très belle pression dans la montée du Poggio. Donc moi j'ai quand même coché son nom et j'attends de voir s'il est capable de suivre les meilleurs dans le Poggio, mais ça serait une demi-surprise s'il arrivait à les suivre. Et après en pointe de vitesse, c'est pas un manche non plus Alberto Bettiol, donc ça sera a priori la meilleure carte de la Astana. Et on finit avec la Soudal Quick-Step, parce que c'est peut-être la meilleure chance française. Le leader devrait être a priori Paul Magnier. Voilà, notre petit prodige français. Plutôt un profil de Flandrien, hein, Paul Magnier, mais qui a fait qui a gagné la première étape de l'étoile de Bessèges, pardon. Ensuite, qui fait deuxième de l'Homme-Le, deuxième du Sama. Toujours jamais très loin de Van Der Poel sur ces étapes-là, donc c'est vraiment très encourageant. Évidemment, il a jamais fait Milan-San Remo. Est-ce qu'il sera capable de tenir les 300 km? Je me le demande vraiment. Après, je pense que si jamais il tient, il peut être dans le groupe avec les meilleurs Français. Je pense qu'il sera pas dans le groupe pour la gagne, mais il sera peut-être dans le groupe où on aura un Romain Grégoire, un Julien Alaphilippe. Donc c'est pour ça que je le mets comme la meilleure carte française. Mais évidemment, ça sera très dur d'aller gagner pour, euh, pour Paul Magnier, parce que tout simplement, je pense qu'il accrochera pas le bon groupe. Mais voilà, je voulais en parler. Donc, on a fait le tour des équipes pour ce Milan-San Remo. Donc, franchement, la stratégie, elle est assez écrite. Ça sera un scénario proche des années précédentes, je pense, avec peut-être le facteur X qui sera la pluie. On verra. Donc, pour rappel, ce que je vois comme les éléments les plus importants, c'est l'appréhension de Tadej Pogacar dans les descentes. C'est quand même un casse-cou, il a pas peur de grand-chose, mais là, malgré tout, je pense que ça va le faire un peu réfléchir sa chute sur l'Estrade Bianche, donc on verra s'il est aussi à l'aise que ça dans les descentes. Puis évidemment, ça sera le plus fort en montée, donc est-ce qu'il sera capable d'aller lâcher, hein, Mathieu Van Der Poel notamment? Grosse interrogation. Et puis ensuite, du coup, ça sera vraiment la Alpecin qui va... En fait, c'est la UAE qui va mener la bataille pendant tout le long, et puis ensuite, ça sera la Alpecin qui va décider de la fin de la course, en fonction de ce que Mathieu Van Der Poel va faire, hein, tout simplement. On verra si ça sera plutôt pour Van Der Poel ou pour Philipsen. Donc moi, vraiment, mes trois gros favoris, c'est Pogacar, Van Der Poel, Philipsen. Et en outsider très sérieux, vraiment, je me note Mats Pedersen et Filippo Ganna, qui seront peut-être capables d'aller suivre de loin ou de près, peut-être, Pogacar et Van Der Poel dans le Poggio. Et quand même une carte sur Jonathan Milan si jamais il arrive à tenir. Et que c'est un sprint un peu groupé. Et donc voilà, ça n'empêche que ça va être une course super intéressante. Donc peut-être le monument le plus serré de l'année. Donc profitez-en. On n'aura pas du suspense sur toutes les courses. Donc vraiment régalez-vous devant la télé. Bon, s'il pleut, on n'aura pas des images aussi jolies que les années précédentes parce qu'on sait que c'est un coin magnifique de l'Italie. Mais on devrait avoir un sacré spectacle sur la route. J'espère juste que s'il pleut, la réalisation italienne va réussir à fournir des images, mais ça promet d'être une super course et donc ça sera probablement les 10 minutes de vélo les plus intenses de l'année 2025. Donc soyez devant votre télé, soyez au rendez-vous. Et puis je vous dis à plus pour un prochain épisode du Podcyclette. Salut!